Bon, alors le nucléaire, parce que c'est ce qu'on retient évidemment aussi de ce discours de Vladimir Poutine, cette allocution ce matin, éteignez Bliev, donc c'était sa formule. Pour ceux qui parlent russe, ce n'est pas du bluff. Et ce qui est à retenir également dans cette menace nucléaire, c'est la réaction de la Maison-Blanche, évidemment, qui dit nous prenons cela très au sérieux, ces menaces de Vladimir Poutine, et nous surveillons de près ce que nous pouvons en voir de la posture stratégique de la Russie. Et peut-être vous nous expliquerez exactement ce qu'il y a derrière ces mots. La question en tout cas qu'on va poser, c'est Vladimir Poutine n'est-il pas en train de s'enferrer dans un schéma qui fera que ce sera de plus en plus difficile de reculer sur sa menace, sauf à perdre totalement la face. Qu'a-t-il dit précisément? Il y a sans doute 3 informations importantes à retenir sur le nucléaire. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord écoutons Vladimir Poutine. Alors les mots sont importants, le ton est important également, avec cette fameuse phrase à la fin, ce n'est pas du bluff. Écoutons. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Tous les moyens à notre disposition. Justine, d'abord établissons la cohérence de cette réplique globale de Vladimir Poutine. La remise au goût du jour de cette menace nucléaire a un lien direct avec l'annexion en cours des territoires. Lequel ? Eh bien, Vladimir Poutine le dit quasiment explicitement, comme ces territoires du Donbass, de Kherson et de Zaporijia sont considérés comme partie intégrante de la Russie, seront considérés après ce référendum. Il parle même de territoires libérés, vous allez l'entendre. Eh bien, s'ils sont menacés, c'est l'intégrité territoriale de la Russie qui est menacée. Écoutez Vladimir Poutine. Которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Мы поддержим. Уважаемые друзья, сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действуют в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать. Voilà. Le lien est implicite. C'est dans la globalité du discours qu'on voit le lien qui fait. Puisque c'est notre territoire, ce sera notre territoire, dans une semaine, dans 15 jours, eh bien, quiconque tentera de s'en emparer portera atteinte à l'intégrité de notre territoire. Et donc, nous nous défendrons avec tous les moyens, comme il l'a dit tout à l'heure. Alors justement, est-ce que l'utilisation des armes nucléaires, aujourd'hui, par la Russie de Vladimir Poutine, elle est encadrée ou est-ce que c'est au bon vouloir du dictateur ? Non, des textes, il y en a, comme ce décret qui a été publié il y a 2 ans et qui détaille précisément les conditions d'utilisation des armes nucléaires. Les 3 premières, vous allez le voir, ont trait à la légitime défense, par exemple, si la Russie est la cible elle-même de frappes nucléaires ou visant son arsenal nucléaire, elle se réserve le droit de riposter avec des armes nucléaires. 4e situation, celle qui est la plus floue et celle qui nous intéresse aujourd'hui, une agression contre la Russie ou un allié considérée comme une menace existentielle. Alors justement, qu'est-ce qu'une menace existentielle? Est-ce que c'est défini quelque part dans les textes en Russie? Eh bien, c'est écrit noir sur blanc dans le fameux oukaz présidentiel de 2020. Il y a une menace existentielle lorsqu'un adversaire de la Russie accumule des armes nucléaires ou masse une armée à proximité de la Russie, ou lorsqu'un adversaire se dote de systèmes de défense antiaérienne ou d'attaque à proximité de la Russie. Vous l'avez compris, la définition est suffisamment large pour laisser une entière marge de manœuvre à Vladimir Poutine. Oui, c'est le point important. 3e et dernier point à retenir pour Vladimir Poutine, c'est l'Occident qui porte la responsabilité de cette escalade dans la menace nucléaire. Exactement, il accuse l'Occident d'agiter en premier cette menace nucléaire. Écoutez Vladimir Poutine. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России.
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'extrait où il mentionne effectivement, mais il y a un extrait très clair, une partie de son discours où il dit « l'Occident agite cette menace nucléaire de plus en plus et il faut nous préparer à riposter. Si vous le faites, nous riposterons. » Merci Justine. Établissons les choses clairement. C'est un mensonge. Enfin, factuellement, c'est Vladimir Poutine qui agite la menace nucléaire. Ce n'est pas l'Occident qui agite la menace nucléaire. L'Occident réagit à chaque fois. Mais ce n'est pas lui qui est actif au départ. Vous avez raison de rétablir les faits. Poutine, depuis 2014, agite la menace nucléaire. Par exemple, pour l'annexion de la Crimée, il a très clairement dit si on s'était opposé à l'annexion de la Crimée, à mon avis, on a commis l'erreur à l'époque de ne pas le faire, j'aurais utilisé les armes nucléaires. Et depuis la guerre en Ukraine, je vous l'avais dit au lendemain de l'offensive de Kharkiv, quand vous m'aviez posé la question qu'est-ce qu'il va faire? Deux choses, punir l'Ukraine, c'est-à-dire frapper des objectifs civils dans la profondeur, et ressortir le nucléaire. Depuis 7 mois, chaque fois qu'il est en difficulté, par exemple, rappelez-vous, il a fait augmenter le niveau d'alerte des armes stratégiques nucléaires en le justifiant par le fait qu'on lui avait mal parlé, qu'on avait mal parlé à la Russie, et qu'il y avait des comportements qui étaient désobligeants à l'égard de la Russie. Après, vous avez eu Satan 2, donc des essais nucléaires, un missile hyperbolique, etc. Il a très souvent, avant la guerre, expliqué qu'il disposait d'armes extrêmement sophistiquées qui pouvaient frapper le monde entier, partout, et qui pouvaient vous détruire, enfin détruire les ennemis de l'Ukraine, sans que cet ennemi puisse cligner un œil. Ça, c'est un truc qui est récurrent dans le discours poutinien. Il adore cette image. Voilà. Et donc, c'est paradoxal, ce pays qui n'arrête pas de dire qu'il est menacé, qu'on veut l'envahir, alors qu'entre parenthèses, je vais être un peu vulgaire, mais je veux dire, les Occidentaux se foutent totalement de la Russie. Je veux dire, c'est un pays qui a le PIB de l'Italie. Je veux dire, ça intéresse la Chine pour les ressources énergétiques. Je veux dire, personne n'a envie d'envahir la Russie, la détruire. Ce n'est pas du tout dans le scope. Les Russes sont parvenus à faire revenir les Américains en Europe qui en étaient sortis. Et en revanche, à côté de ce discours victimaire, il a un discours sur le nucléaire qui consiste en permanence à menacer. Et là, il conduit une guerre d'invasion conventionnelle sous menace nucléaire. Et là, il franchit un nouveau cap. Ouais. Et donc, effectivement, il faut regarder ce qu'il dit. Vous avez raison. Quand il dit ce n'est pas du bluff, il y a un moment où, à force de monter, il risque de se retrouver... C'est ça, c'est l'agresseur agressé. Mais la question principale que tout le monde se pose, tous ceux qui nous regardent, c'est est-ce que ce soir, la menace est montée d'un cran ou est-ce qu'on est toujours dans la gesticulation et la rhétorique? Moi, alors, Vincent. Quitte à casser l'ambiance, je ne considère pas qu'on a gravi un échelon dans la menace. Et la Maison-Blanche dit il faut prendre ça au sérieux. Elle est bien sûr. Il faut toujours se préparer au pire, même si le pire n'est pas toujours sûr. C'est le métier de ces gens-là, au fond, les stratèges et les penseurs géopolitiques. L'exemple de la Crimée cité par Pierre est extrêmement intéressant. Vu de Moscou, et au mépris du droit international, la péninsule de Crimée, c'est la Russie. Or, vous avez eu des coups de main extrêmement audacieux des Ukrainiens qui n'ont donné lieu à aucune riposte significative. Oui, mais Vincent, des troupes ukrainiennes ne sont jamais entrées en Crimée ces dernières semaines. Elles ont bombardé la Crimée. Mais est-ce qu'il y a eu des mouvements de troupes à l'intérieur de la Crimée? Pas des mouvements de troupes massifs, mais il y a eu des commandos qui, à l'évidence, ont pu pénétrer en Crimée, frapper, sans qu'on ait vu de répliques spectaculaires. Même sur le territoire russe, le vrai territoire russe, Belgorod, Rostov-sur-le-Don... Des bombardements. Non, vous avez eu des incursions. Vous avez eu des raids d'hélicoptères des forces spéciales ukrainiennes qui ont fait 80 km aller, 80 km retour, entre parenthèses, sans être abattus, qui sont allés frapper en territoire russe. Vous allez à Rostov-sur-le-Don, dès le début de la guerre, vous avez un missile Toshka ukrainien qui est allé frapper une base aérienne. Voilà, je ne veux pas couper Vincent, mais il y a de multiples exemples où le territoire russe a été directement frappé non pas pour des agressions ukrainiennes, mais pour des défenses et pour aller frapper des outils militaires ukrainiens qui menaçaient. Des vraies incursions. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Quentin évoquait tout à l'heure cette fréquentation intensive de Internet pour trouver des billets d'avion. Où est-ce que les demandes de renseignements sont les plus denses? À Belgorod et aux environs, c'est-à-dire à la frontière de la Russie, site qui a été frappé, comme le rappelait Pierre. Deuxième remarque là-dessus. J'ai regardé tout à l'heure les occurrences de menaces nucléaires implicites ou explicites. Il y en a eu 6
de la part de Poutine depuis le 24 février, dont une le jour même de l'invasion. Et j'ajoute que le concept, le quatrième qu'évoquait Justine tout à l'heure, la menace existentielle, Sergueï Shoïgu en avait fait son petit déjeuner pendant plusieurs semaines. Donc rien de nouveau. Rien de neuf sous le soleil. Non, et dernier point, alors c'est de la psychologie à 3 copecs, je vous le concède, mais ça peut fonctionner. Quand vous éprouvez le besoin à ce point de dire c'est pas du bluff, c'est pas du bluff, c'est pas du bluff, ça veut dire qu'avant c'était du bluff et que vous éprouvez le besoin de crédibiliser quelque chose qui reste extrêmement incertain et aléatoire. Est-ce que vous avez le même sentiment, Armel, ou est-ce qu'on peut se dire malgré tout que dans cette cohérence stratégique, c'est pas une façon de lancer des fleurs à Vladimir Poutine, soyons clairs, mais j'annexe des territoires qui, à mes yeux, sont devenus la Russie. Si vous mettez un pied sur ces territoires, je considérerais que notre intégrité, notre souveraineté est menacée, ce sera une menace existentielle. Est-ce qu'il ne s'enferme pas dans un schéma où il aura du mal à reculer? Ou bien vous dites, il n'y a rien de neuf sous le soleil? Je pense qu'on a tous envie d'être positifs et qu'on a tous envie de dire que le principe même de la menace nucléaire, c'est la dissuasion. Et que donc, du coup, on en parle beaucoup pour éviter de l'utiliser. Et que la question, c'est de savoir à quel moment on passe soit dans le fait d'en parler, soit dans le fait de l'utiliser. Là, moi, je trouve quand même qu'il y a un niveau au-dessus de Vladimir Poutine, dans le sens où on voit bien qu'il parle à l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'il est en train de s'adresser, en fait, à tous les pays qui sont en train d'écouter, et de dire, voilà ma position. Ma position, c'est... Il ne reconnaît pas qu'il a envahi l'Ukraine. Mais enfin, en clair, moi, je suis présent là. J'ai les Occidentaux qui arment à n'en plus finir les Ukrainiens. Ce qui leur permet donc de faire des offensées et des offensives. On sait quel est le chiffre américain, plus de 14 milliards pour l'armement, etc. Il a même fait convoquer l'ambassadeur français, M. Lévy, pour lui dire qu'il fallait que les Français arrêtent de donner des armes. Donc on voit bien que cette question d'armement, elle est cruciale, parce que c'est comme ça qu'il explique son échec. Et qu'en plus, il est tenu, à mon avis, par les autres pays, qui sont la Chine, qui sont l'Inde, qui sont la Turquie, qui sont l'Iran, qui sont sous ce bloc qui est en train de se mettre autour de lui, qui lui dit... quand même, il faut s'en sortir de cette guerre. Parce que si on est pourri par une guerre et que vous allez avoir à la face du monde une défaite en Ukraine sur ce petit territoire qu'est le Donbass, toute la grandeur qu'on est en train de construire d'un axe à côté, toute l'économie qu'on est en train de faire à côté avec la dédollarisation, vous en parlez du rouble avec du yuan, etc., ça va tomber à l'eau. Donc il faut bien que vous fassiez quelque chose. Donc là, il est en train de prendre un va-tout, en train de se dire, je suis contesté par, en plus, mon opposition modérée, qui sont les élus municipaux, qui ont fait une lettre, qui se retrouvent maintenant emprisonnés. Il est contesté par Kadyrov, le plus dur d'entre eux, qui lui dit « t'as pas su jouer ta guerre parce qu'il suffisait que tu bombardes et que tu tues tout le monde, comme tu le faisais en Syrie, et on n'avait plus de problème avec l'Ukraine ». Donc il est, pour moi, dans cette négociation où il est en train de dire « écoutez, moi maintenant, j'en fais une affaire personnelle, je mets 300 000 réservistes, je demande effectivement à ce qu'il n'y ait pas de ces questions nucléaires-là, et j'annexe et je fais un référendum. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le référendum bloque la situation. On est ensuite sur un territoire russe, et que si on est sur un territoire russe, s'il y a un missile qui est un missile ukrainien tiré par les Ukrainiens, mais qui s'avère de fabrication américaine, il peut dans ces cas-là dire « attention, co-belligérance dans ces cas-là, ce sont les Américains qui... » Donc vous dites qu'il s'enferme dans un schéma et ça fait monter la menace d'un cran. Je pense qu'il est en train de jouer un va-tout, qui est de dire « je suis maintenant en train de vouloir négocier à long terme, à mon avis, sur peut-être que ce qu'il souhaite, c'est de pouvoir négocier sur les questions effectivement d'une partie de l'Ukraine, qu'il faut qu'il se mette en position de pouvoir le négocier avec Zelensky, soit en position militaire, qu'il n'a pas complètement, soit en position politique avec le référendum, soit en position effectivement en même temps en plus face à l'aura des Nations Unies en disant regardez, on est quand même la victime de tout l'américanisme, de toutes les aides occidentales, etc. Donc tous les pays africains qui regardez quand même ce qu'on fait, et que la menace nucléaire existe. Parce que justement, il dit... Un peu plus qu'hier. Un peu plus qu'hier. Est-ce qu'il va le faire ? Je ne pense pas. Mais en même temps, le problème, c'est qu'on a des manifestations qui ont lieu en Russie, on a une population qui est en train de se soulever, il a sa propre contestation, donc on ne sait pas comment est-ce qu'il vit les choses de l'intérieur. On ne sait pas s'il va être à un moment donné mis en danger. Et donc il y a toujours une dangerosité à ce moment-là. Alors simplement 2 éléments, peut-être à l'appui de la vision que vous nous donnez de ce conflit. Margarita Simonian, donc la directrice de la télévision russe, voilà ce qu'elle dit. Et elle l'a dit ce matin, cette semaine marque soit la veille de notre victoire imminente, soit la veille de la guerre nucléaire. Autrement dit,
Vladimir Poutine, alors elle ne dirait pas s'enferme, mais il se met dans une situation où ce sera l'un ou l'autre. Et voilà ce que dit également un député à la Douma. Alors c'était au moment même où Vladimir Poutine diffusait son discours qui avait sans doute été préenregistré, donc visiblement il était au courant des annonces de Vladimir Poutine, et voilà ce qu'il déclarait à la télé russe. Я хотел бы сказать другое. Это вот то, что сегодня происходит, то, что в ближайшее время будет. Но для меня очевидно, что сегодняшнее решение, это вот оно сегодня, начало конца этой Украины. Все. И этого государства больше не существует. Его нет. Bon, alors là, ce n'est pas spécifiquement sur le nucléaire, c'est le pays n'existe plus. Et vous, Olivier, est-ce que vous pensez Je pense qu'il y a que ça a monté d'un cran? les limites un peu de ce discours de Poutine. Depuis le début de la guerre, il essuie des échecs cuisants. Le début de la guerre, échec cuisant avec la bataille de Kiev, qui n'a pas eu lieu finalement. Il n'y a pas eu de guerre éclair, ni en 3 jours, ni en 3 semaines, contrairement à ce que lui promettaient ses conseillers, y compris aussi Gerasimov, le chef d'état-major, et Shoigu, le ministre de la Défense. Et puis bien sûr, cette contre-attaque fulgurante de la part des Ukrainiens, là, ce mois-ci, en septembre, dans l'oblast de Kharkiv. Donc il est pris dans une sorte de logique, depuis le départ, qui est de répondre par une escalade, en fait. C'est une fuite en avant, c'est une logique aussi de dictateur affaibli, de dictateur un peu amoindri, on va dire, par la non-réalisation de ses promesses et de son jeu d'échecs, qui n'est pas un jeu d'échecs intelligent, ni sur le point de vue militaire, ni sur le point de vue diplomatique. Alors, après, bon, évidemment, il y a une limite à tout ça, parce que les pays occidentaux répondent en disant on durcit le ton, nous aussi nous avons l'arme nucléaire, il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il y en a 5 donc, et 3 occidentaux qui ont l'arme nucléaire, États-Unis, France et Grande-Bretagne. Et puis après, Poutine inscrit ce discours dans un timing très précis, effectivement, comme Armel le disait, le tempo, on va dire, de l'Assemblée générale des Nations unies. Et puis, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière à Samarcande, cette réunion des néo-empereurs. Et Olivier, vous vous éloignez de ma question. Oui. C'est-à-dire, quand on entend cette rhétorique, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la menace monte d'un cran? Parce que d'une certaine manière, c'est presque un plan de la dernière chance, et que s'il n'y arrive pas là, pour le coup, si effectivement, malgré tout, la contre-offensive ukrainienne se poursuit, alors que ces territoires sont considérés comme russes, est-ce qu'il ne se met pas dans la situation soit d'actionner l'arme nucléaire, soit de perdre alors complètement la face? Alors bien sûr, il peut utiliser l'arme nucléaire tactique, donc sur un champ de bataille limité, quelques milliers de morts, peut-être plus, etc., mais avec des effets collatéraux quand même très puissants. Cela dit, les armées occidentales parlent aux armées chinoises et russes. On peut penser, c'est une hypothèse, qu'il y a eu quand même une proposition de dire, si jamais vous déclenchez le tir, c'est le principe de la dissuasion, non seulement on vous cible, on va cibler le pouvoir russe, c'est-à-dire Poutine lui-même. Donc ça, c'est important. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que dans cette réunion de Samarcande, les alliés, dont l'Inde est dans une passe difficile avec une fragilisation, on va dire, avec la crise alimentaire, c'est très compliqué. La population de l'Inde est en train de doubler celle de la Chine, 1,4 milliard. Et la Chine, que veut-elle? Simplement commercer, continuer à être le grand... Et l'Inde a dit, ce n'est pas l'heure de la guerre. Bon, c'est pas l'heure de la guerre. L'Inde a pris ses distances. L'arme nucléaire, d'autant plus que l'Inde possède l'arme nucléaire et est en conflit larvé avec son grand voisin, le frère ennemi issu de la partition de l'Empire des Indes, qui est le Pakistan, donc autre puissance nucléaire. Donc Poutine sait qu'il n'a pas que des amis, ça peut coûter cher et surtout ça peut... Mais ça le pousse vers l'arme russe. Et peut-être aussi à la succession, c'est-à-dire en fait à l'armée russe. Bon, j'ai 2 questions à vous poser parce que je sais que vous devez partir, Pierre. 2 questions précises. Comme vous devez partir, vous allez me faire des réponses précises. La première, quand Vladimir Poutine dit certaines de nos armes nucléaires sont plus modernes que celles de l'Occident, est-ce qu'il a raison? Oui, c'est vrai. Il a des types d'armements très particuliers qui permettent d'aller dans la stratosphère et de lâcher dans la stratosphère une sorte de planeur nucléaire, donc, qui est très difficilement détectable et dont la navigation dans la stratosphère avant de revenir dans l'atmosphère est complètement erratique, c'est-à-dire très difficile à suivre. Et donc, effectivement, sur ce plan-là, il semblerait qu'il ait le nom de cet armement est en train de m'échapper, mais il semblerait qu'il ait une avance dans ce domaine. Mais le problème, c'est que, si vous voulez, il n'a pas la capacité de s'affranchir des tirs de riposte nucléaire sur son territoire, des trois puissances occidentales. Mais effectivement, et les Chinois auraient également travaillé sur ces missiles hypersoniques à navigation aléatoire et complexe. Et la deuxième question, c'était comme les États-Unis disent « nous prenons cela au sérieux » après le discours de Vladimir Poutine sur le nucléaire, ils ajoutent « nous surveillons du mieux que nous le pouvons leur posture stratégique de manière à pouvoir changer la nôtre si besoin ». Qu'est-ce que ça veut dire? Très clairement, tous les vecteurs nucléaires, notamment stratégiques russes,
ou ceux qui sont tactiques et qui sont en silo, qui ne sont pas exposés, tout cela est surveillé de très très près et d'autant plus facilement Par les satellites. par les satellites notamment, par les espions, par les services de renseignement secrets avec du renseignement humain pour savoir est-ce que ça bouge. Les satellites permettent notamment de détecter les traces infrarouges qui permettraient de voir que tel porteur de missile qui était inerte, enfin qui ne fonctionnait pas tout d'un coup est en activité. Et ce travail-là a été facilité par le fait qu'il y a eu dans le passé des accords de désarmement nucléaire, les accords START entre les Américains et les Russes, qu'il y a eu des mesures de confiance permettant d'identifier les zones où se trouvent les missiles stratégiques, etc. Donc effectivement, tout ça est regardé. C'est une manière de dire à Washington, voilà, on vous surveille. S'ils pointent le nez, là, il y aura des messages qui seront envoyés. Et avant de vous laisser partir, vous n'êtes pas plus inquiet ce soir qu'il y a 48 heures, Pierre? Non. Je ne parle pas seulement du nucléaire, non, je dans parle de le la sens situation où générale. l'analyse d'Armel était très intéressante. Tout petit point de différence, c'est que je pense que ces partenaires, comment dirais-je, assez réticents de Samarcande, eux, ils ne lui demandent pas de faire une guerre nucléaire ou des menaces nucléaires. Ils lui disent, attends, essaye de régler ce truc-là de façon propre en négociant et pas de monter aux extrêmes. Et je pense notamment que son Mais partenaire... est-ce qu'il les écoute? Je ne pense pas du tout qu'il soit fou. Je pense qu'il est résolu, il est dans une tenaille, il s'est mis dans une position épouvantable. Il sait que dans l'histoire, les tsars qui ont perdu sont tombés, ont disparu. Mais en même temps, je dirais, faire en sorte qu'il y ait une guerre nucléaire et que la Russie disparaisse d'un holocauste nucléaire avec d'autres pays, je ne pense pas qu'il soit à ce point fou. Et je ne crois pas que dans son entourage, tout le monde soit fou. Et notamment ceux qui visiblement informent régulièrement les États-Unis de ce qui se passe. Et je pense que s'il Parce y qu'il y avait a une forme de coopération. Moi, je suis persuadé, si vous voulez, quand on voit le niveau du renseignement américain, il y a des personnes certainement dans le système de pouvoir poutinien qui considèrent que ce président n'est pas fou, mais déconne, entre guillemets. Et donc, je pense qu'il y a du renseignement qui passe. On a connu ça par rapport au régime nazi, où il y a eu des... Ça nous a permis de décrypter, enfin de décoder le système de codage nazi avant la guerre de 1939, parce que vous aviez des Allemands bontins qui considéraient que le régime nazi entraînait l'Europe vers la folie. Donc on a ça. Donc voilà, il faut prendre tout ça au sérieux, hein, mais... Merci Pierre. Merci infiniment. Merci. Je poursuis le tour de table, et c'est le dernier tour de table qu'on fait. Et vous, Vincent, vous n'êtes pas non plus inquiet aujourd'hui qu'il y a 48 heures? Non, pour les raisons que j'énonçais tout à l'heure. Pas seulement sur le nucléaire, mais sur la configuration un élément générale. de contexte qui a d'ailleurs été abordé par Armel et Olivier, qui est l'environnement. Au fond, le rendez-vous de Samarcande, qui devait, dans l'esprit de Poutine, consacrer une sorte de bloc anti-occidental, a fait pchit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'évoquiez vous-même, David. Narendra Modi lui dit « le temps n'est pas à la guerre ». Les Chinois lui disent, message subliminal mais tout à fait explicite, tu n'es pas le porte-parole d'un bloc anti-occidental, tu ne vas pas nous entraîner dans tes aventures. Et à l'appui de ce que je viens de dire, que dit la Chine, porte-parole des affaires étrangères aujourd'hui même? Il dit qu'il faut parvenir à un cessez-le-feu par le dialogue. Il rappelle les principes de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays, ça veut dire Ukraine comprise, hein. Le message est clair. Principe de la Charte des Nations Unies, et la Chine se propose de jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation. On est très très loin des calculs et des espérances de Poutine. Il ne peut pas ne pas en tenir compte de ça. Et il ne peut pas ne pas en tenir compte, mais est-ce que c'est déterminant sur son attitude? C'est une autre histoire. Olivier, vous n'êtes pas plus inquiet aujourd'hui qu'il y a 48 heures. Non, je ne parle pas seulement des partenaires de Vladimir Poutine, je parle de la configuration et du front. Je suis quand même inquiet, parce qu'il y a une logique de l'escalade, on va dire, qui a ses limites encore une fois, mais après, il y a la dérive. Il y a un missile qui tombe sur une centrale nucléaire, à Zaporizhzhia, je l'ai trouvé encore il y a peu de temps, là, pour écrire ce livre. Et puis après, dans les armes de destruction qu'évoque donc Poutine, c'est les ADM, armes de destruction massive, il y a une arme qu'il n'évoque pas, qu'il a utilisée en Syrie. C'était l'Union rouge, c'est l'arme chimique. Je pense qu'il y a peut-être là aussi une intention de la part de l'armée russe, donc diligentée, donc commandée par Poutine, pour qu'il y ait un bombardement à l'arme chimique symbolique pour qu'il sauve la face. Alors là aussi, je pense, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a quand même des contacts entre l'armée russe et l'armée américaine qui peuvent dire il n'y a pas simplement l'arme nucléaire qui est une limite, il y a aussi l'arme chimique. Mais il y a quand même un risque pour moi de dérapage, donc je suis quand même inquiet, surtout pour le peuple ukrainien. Armel, je crois comprendre que vous êtes un peu plus inquiète aujourd'hui qu'il y a 48 heures, mais ne serait-ce que pour le rapport de force avec l'Ukraine et peut-être pour l'évolution de ce conflit dans toutes ses dimensions.
Le problème de ce conflit, c'est que vraisemblablement, il va durer. Si on n'arrive pas à trouver quelque chose, à un moment donné, de déterminant pour bouger, c'est ça. Et c'est quand même un peu catastrophique pour les populations qui sont concernées, qu'elles soient russes et qu'elles soient amenées à combattre, ou qu'elles soient ukrainiennes et qu'elles le retrouvent sur leur territoire. En plus, du coup, les Ukrainiens sont remontés à bloc, ils sont effectivement dans une logique de guerre, donc c'est quand même très compliqué à subir dans un pays. Ensuite, je pense que ce qui touche effectivement l'espérance en quelque sorte, c'est qu'on a quand même eu des années de Covid, on a quand même eu un pays aujourd'hui qui a encore besoin de commerce, qui a encore besoin d'échanger les choses. La Russie. Donc c'est ça qui tient la Russie quelque part. C'est effectivement la Chine, l'Inde ou autres lui disent maintenant il vaut mieux que tu trouves un accord. Mais après c'est comment est-ce qu'on... Mais l'accord il s'éloigne là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait l'accord? Il se met en position là pour l'instant militaire de dire on est présent et on va chercher un accord. Est-ce que ça veut dire qu'on a franchi un cap? Je pense qu'il en a parlé et que c'est ça qui est important. C'est qu'on voit qu'on n'a pas quelqu'un qui est fou, on a toujours quelqu'un qui est en train de penser sur sa guerre, sur la façon dont il a fallu s'en sortir, mais on a quelqu'un qui montre qu'il reste déterminé avec ses enjeux, effectivement. Vous n'avez pas tout à fait dit si vous étiez plus inquiet. Non, je pense pas. Je pense que pour l'instant, on n'est pas encore dans un risque de franchise nucléaire. Oui. Donc, non, je me dormirai quand même. Peut-être inquiet pour les Ukrainiens aussi, parce que bon. Et pour les Russes. Alors, renfort de à troupes. ce propos, David, très rapidement, dans son discours, il dit le vent peut tourner. C'est-à-dire qu'on retrouve les propos qu'on avait chez nos bellicistes du prime time de Russia One il y a 2 mois. C'est quand même de la dissuasion météorologique, enfin au doigt mouillé au sens propre du terme. C'est pas un propos qui est de nature à faire gravir un échelon dans le risque objectif de l'apocalypse nucléaire, à mon sens.